Salut les gens et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Johan et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un séjour de 10 jours que j'ai passé dans un centre de méditation. Donc c'était en mars 2019, donc il y a à peu près 1 an et demi au moment où je suis en train de vous parler. Je vais dans un premier temps vous exposer le fonctionnement du séjour qui est décrit sur le site officiel www.dhamma.org, mais je vais également évoquer mon ressenti, de façon à ce que vous puissiez saisir un petit peu mieux l'essence de l'expérience directement de la bouche d'un ancien étudiant. Alors, de quoi on parle ? On parle en fait d'une technique de méditation ancestrale qui vous est enseignée lors d'un séjour de 10 jours d'affilée dans un centre dédié. Donc la signification du mot Vipassana est lui-même de voir les choses telles qu'elles sont. Le principe de base étant assez simple à concevoir du point de vue intellectuel, puisque l'objet même de la méthode consiste à purifier son esprit en étant capable d'observer ses sensations et de maîtriser ses réactions instinctives face à un stimulus. Il s'agit des prémices des enseignements du Bouddha pour amener les gens avec beaucoup de pratique à devenir éclairés, c'est-à-dire se diriger et devenir des êtres éclairés. En tout cas, s'en rapprocher, là c'est plutôt, quand je dis prémisse, dans le sens, si vous voulez, où on ouvre la porte, on a mis le pied, et voilà, la porte s'ouvre un petit peu plus grand à chaque fois qu'on continue à faire ce type de séjour. Le but final étant de se libérer de ses propres souffrances et par la diffusion autour de soi de ce même principe, de faire ainsi en sorte que le monde, à son tour, se libère de ses souffrances. Donc pour conserver et transmettre l'enseignement sans perte de substance, le dernier enseignant le plus distingué, donc Essen Goenka, qui est décédé en 2013, a enregistré toute une série de cours en audio, enfin en format audio, vidéo, qui sont diffusés tout le long du séjour, donc de la retraite, ce à quoi s'ajoutent les précisions des enseignants qui sont sur place, qui échangent avec vous lors des moments qui sont dédiés à ça. À qui ça s'adresse ? Alors le message il est universel. Donc on s'adresse aux hommes, aux femmes, à tous les profils possibles, tous les âges. Évidemment, je parle pas des bébés, mais on parle même aux enfants, en âge d'être réceptif. Et évidemment, ça exclut pas les confessions. Toutes les confessions sont les bienvenues, puisque la technique, elle a rien à voir elle-même avec la religion. On parle à aucun moment de convertir qui que ce soit. Il ne s'agit pas non plus d'un culte d'une personnalité ou d'un individu. Il n'y a pas de gourou et on s'attarde pas sur la déité du Bouddha à proprement parler. On parle bien de ses enseignements à proprement parler. Il n'y a pas de notion où on lui rend hommage par des offrandes ou quoi que ce soit du genre. On est dans l'ouverture totale à tous les horizons. Toutefois, je précise quand même que les autres pratiques que vous pouvez avoir, et quand je dis pratique, j'entends religion, mais j'entends les autres techniques de méditation, j'entends je sais pas si si vous faites du yoga, ce genre de choses-là, on vous demande d'avoir une retenue pendant le cours du séjour pour ne pas avoir de perturbations par rapport à l'apprentissage. Du coup, effectivement, ça fait partie du code de discipline qu'on vous demande de respecter, et j'en parle après de ça. Autrement, donc il y a des cours spécifiques pour les enfants, donc c'est ce que j'en parlais à l'instant, pour les cadres dirigeants d'entreprise ou du service public, et il y a même des cours dans les prisons en fait. Naturellement, compte tenu
des exigences et des contraintes du séjour à proprement parler, ça nécessite d'être soi-même réceptif à cette obligation d'isolation du reste du monde, puisque la Terre continue à tourner quand on est là. Voilà. Comment ça se passe pour l'inscription? Pour s'inscrire, c'est assez simple dans l'absolu, puisqu'il s'agit simplement d'aller sur le site internet que j'ai donné au début, de trouver le lieu géographique, j'entends. Il y a des centres vraiment partout dans le monde, et la date qui vous convienne. Donc le lieu et la date qui vous conviennent, s'il y a de la place, puisque il y a des listes d'attente. Le conseil qui paraît évident à donner à ce stade, c'est de lire assidûment ce qui est rédigé dans une quarantaine de langues, au cas où, pour expliquer à quoi s'attendre une fois sur place et ce qui vous est demandé. Car il y a des règles à respecter qu'on vous demande de relire et de connaître au moment de la réservation, dans le mail de confirmation et même une fois arrivé sur place. Alors, à quoi s'attendre, justement? Alors on s'attend à quoi? On arrive le premier jour dans le centre avec ses propres bagages. Donc en gros, des vêtements pour quelques jours. Vous pouvez faire votre lessive sur place, donc c'est peut-être pas utile d'avoir 10 tenues Gymshark, Fashion Nova sur 10 jours, c'est pas l'objet du truc. Au contraire, il faut être justement habillé très simplement, pas près du corps, pour pas attirer l'attention, etc. Et puis surtout, il faut être à l'aise. On vous accueille, vous signez le registre, et on vous demande de rédiger 2-3 informations qui confirment votre motivation. Bon, après ça, c'est mon interprétation de la chose. Je pense que c'est pour des besoins statistiques et aussi pour que vous puissiez vous convaincre que vous êtes au bon endroit en l'écrivant vous-même. On vous attribue une tente et un lit de camp. Alors je sais pas si précisément c'est des tentes et des lits de camp, parce que moi j'étais dans un camp, c'était pas un centre officiel. Ils avaient loué un camp de Boy Scout pour l'occasion. Mais si c'est peut-être probablement dans un centre dédié, c'est dans du dur, je suppose. Mais bon, après, c'est dans des lits superposés, c'est très rudimentaire et c'est le but. Et là, c'est le drame, puisque vous consignez votre téléphone. Ouh là, ça y est, je vois tout de suite qu'il y a des gens, ils ont commencé par sauter par la fenêtre, ils en peuvent plus, c'est pas possible. Je peux pas gérer, etc. Ouais, tout appareil électronique, les livres, les calepins, les bloc-notes, tout ce que vous voulez, ils constituent des sources de distraction. Donc tout ça, c'est à oublier, c'est à ne pas amener, à consigner, voilà. On vous sert à ce moment-là le seul dîner du séjour. Je parle de l'emploi du temps plus tard, hein. À ce stade, vous êtes encore dans la vie normale, mélangée avec tout le monde, à rencontrer et faire connaissance. Puis, après dîner, il y a quelques instructions qui vont vous être communiquées, notamment sur les questions logistiques que vous pouvez aborder avec les encadrants. Et c'est à ce moment fatidique que débute la pratique du noble silence. J'en parle plus tard, du noble silence. L'idée générale qui justifie ces conditions est de vous mettre dans la peau d'un moine le temps du séjour, en vivant humblement de l'aumône, puisque les anciens étudiants font le service pour vous encadrer, et que soient réduits au minimum les besoins du quotidien, en laissant vos responsabilités à la porte d'entrée. Alors, le code de discipline que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est quoi? Alors, c'est une liste exhaustive de préceptes à respecter dans le but de se focaliser sur l'observation de soi. On s'abstient de tuer tout être vivant, ce qui explique aussi que la nourriture qui est servie est par conséquent végétalienne, végane. On protège les animaux d'une certaine façon, puisque je suppose que c'est de notoriété générale que en Inde, vous avez notamment la vache qui est sacrée, ce genre de notion-là. Bon, là, précisément, on parle précisément de ne pas tuer, tout court. Donc, il n'y a pas
il y a pas, il y a une espèce de respect, si vous voulez, de la nature et des animaux, au même titre que, voilà, on va pas faire souffrir quelqu'un d'autre, mais on ne fait pas souffrir les animaux. On s'abstient de voler, on s'abstient de toute activité sexuelle, de divertissement sensuel, on s'abstient de mentir, on s'abstient de consommer tout produit intoxicant et d'utiliser des lits confortables. Il y a par ailleurs une ségrégation stricte entre hommes et femmes et une volonté incessante de ne pas avoir de contact physique comme visuel avec autrui pour éviter de perturber et être perturbé. D'où le noble silence, ça va dedans. On parle pas, on s'adresse pas aux gens. Et donc, cette observation du noble silence, on peut et on se sentirait voilà, contraint, si vous voulez, à regarder les pieds des gens pour pas se bousculer. Donc, quand on a les moments de communauté qui consistent à se croiser, à passer dans le même passage d'une porte, à aller se servir pour manger, etc., bah, on garde les pieds, on ne garde pas les gens dans les yeux. Si on a bousculé par inadvertance, bon, en général ça devient en fait très très rare, parce qu'au bout d'un moment on s'habitue tellement que voilà, on laisse les gens passer, on laisse de l'espace, et en fait on comprend que les gens ils vont aller manger à tel endroit, on fait la queue, et voilà, bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Autre chose, on peut aussi se sentir, bon, c'est peut-être même bénéfique de s'étirer au bout d'un moment, je vous expliquerai pourquoi, mais par contre on n'a pas la possibilité de pratiquer le yoga ou le sport, donc pareil, on va considérer que c'est de la distraction. Ça reste assez dur, hein, je vous cache pas. Bon, ça a l'air simple, hein, mais dans l'absolu, ça demande quand même une capacité d'adaptation que tout le monde dont tout le monde n'est pas nécessairement doté. À quoi ressemble une journée? Alors, la journée elle se déroule ainsi tous les jours, à partir du deuxième jour. 4 heures du matin. Ouais, vous avez bien entendu, 4 heures du matin. Vous êtes réveillé au gong dans la pénombre. C'est hard, c'est hardcore. Il se passe rien, c'est le silence total depuis la veille au soir, donc ça c'est le premier jour complet, et vous êtes réveillé au gong à 4 heures du matin. En fait, vous vous dirigez, vous faites vos petites affaires pour vous réveiller, vous vous dirigez vers le hall du centre pour méditer à plusieurs, entre 4h30 et 6h30. Et sachant que à 5h30, on écoute des chants. Donc ce sont des chants qui sont enregistrés et qu'on écoute. Et on est dans le hall et on commence à méditer. Et à 6h30, on fait une pause pour le petit-déj jusqu'à 8h. De 8h à 9h, on retourne méditer en groupe dans le hall du centre. Qui dit méditation, en fait, c'est écouter notamment les instructions du professeur, enfin de l'enseignant. Donc c'est Sen Goenka pour les cours qui vont être dispensés, c'est lui qui chante d'ailleurs aussi le matin, et qui va vous donner les instructions et comment commencer. Et au fur et à mesure du temps, il vous donne les instructions tout au fur et à mesure des jours qui passent. À 9h, on fait une méditation. Donc après la méditation, on fait une méditation. Donc c'est entrecoupé, hein. C'est pour ça que je vous dis de 8h à 9h, puis 9h, c'est coupé par quelques minutes, 5 à 10 minutes, où vous pouvez vous attirer, vous partez du hall, vous allez faire, vous allez aux toilettes, etc. Et donc de 9h à 11h, on retourne, on médite,
Et donc on continue. De 11h à midi, c'est la pause déjeuner, où on vous sert du coup les plats végétaliens. Alors j'en profite pour dire que les cuisiniers sont particulièrement inspirés, parce qu'on a rarement 2 fois la même chose à manger. C'est extrêmement bon. Quand je dis extrêmement bon, c'est-à-dire que les plats ils sont faits donc pour ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est 100 étudiants qui viennent, donc plus les gens qui viennent faire le service, donc après c'est peut-être une vingtaine de personnes. C'est de la cuisine collective. On n'est pas à la cantine d'entreprise, on n'est pas à la cantine scolaire. C'est vraiment d'excellente qualité. Les produits sont frais. C'est fait au jour le jour. C'est varié. Il y a du choix. Et c'est vegan en plus de ça, donc enfin je veux dire c'est sain. Si vous voulez bien manger à votre faim en plus, vous êtes au bon endroit. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Je me suis d'ailleurs pété le bide les premiers jours, au point que j'ai dû à un moment donné me dire est-ce qu'il ne faut pas que je change quelque chose là-dedans, parce que je vous en parle après pour ce qui est du reste de l'emploi du temps. Entre midi et 13h, il y a une espèce de moment de digestion ou de repos, mais on a aussi la possibilité d'aller demander à voir les enseignants pour s'entretenir, si on a des questions sur comment faire, si on a des interrogations sur le séjour, s'il y a des questions logistiques, s'il y a des questions sur la méditation à proprement parler. À 13h, ça reprend. Donc, méditation dans le hall, où vous pouvue d'ailleurs revenir dans votre tente ou dans votre chambre pour méditer. Ça, c'est pas interdit à ce stade-là. Mais enfin, une minute précise. À 14h, j'en suis où ? 14h30, on revient dans le hall pour faire une méditation de groupe. 15h30, donc il y a une pause, et une petite pause de 5-10 minutes pour s'étirer et tout. Et donc de 15h30 à 17h, on revient dans le hall, où on peut aller dans notre chambre pour méditer. Et à 17h, on fait le goûter. Donc je dis goûter parce que c'est une pause où on peut vous servir du thé. Je crois qu'il y a du café aussi au goûter, comme au petit-déj, mais on vous sert que des fruits. Donc c'est fruits secs ou fruits tout court. Donc là encore, de qualité extraordinaire, c'est des produits frais, locaux, etc. Vous pouvez vous gaver d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Enfin, en termes de quantité, ils sont très très larges. Par contre, il n'y a pas de dîner après. C'est la dernière pause repas de la journée. Alors, sachant qu'on bouge pas des masses, et donc je fais juste une pause sur l'emploi du temps là tout de suite, parce que effectivement ça peut éventuellement attirer l'attention pour les gens qui, comme moi, ont une espèce de, on va dire de suivi personnel de la teneur des repas, etc. Mais en fait, dans l'absolu, si on bouge pas des masses, on brûle pas tant de calories que ça. On y brûle dans l'esprit à proprement parler, si on peut parler ainsi, parce qu'effectivement, faut tenir les pauses, etc. Mais on peut se poser des questions sur la nécessité d'aller dîner à ce stade. Très sincèrement, au final, j'ai pas ressenti la faim. J'ai même dû, j'en reparle après, faire des ajustements, parce que ça me paraissait même compliqué pour méditer. Donc après ça, à 18h, on reprend la méditation dans le hall en groupe, pardon.
Et à 19h, donc on fait une petite pause et on revient dans le hall où là où toute la journée jusqu'à maintenant, c'était des enregistrements audio de l'enseignant Kessen Goenka. En fait, il nous passe une vidéo. Il nous passe une vidéo alors qui est assez intéressante. Quand je dis assez intéressante, c'est dans le sens où, alors c'est des vidéos qui ont été enregistrées dans les années 90. Il va souvent en fait amener la technique à des anecdotes du quotidien. Et ça peut être du quotidien. Alors quand je dis quotidien, ça veut dire quotidien de son quotidien. Il va raconter pas mal de sa vie. Il va raconter aussi la vie du Bouddha. Et il va quelque part faire un lien entre ce qui paraît en fait universel dans le cadre de l'approche de la méditation et de ce que vous pouvez rencontrer comme situation du quotidien quand vous rencontrez les gens et quand vous pouvez leur parler de la méditation, mais même dans vos interactions avec les gens. Et quand je dis que c'est particulièrement intéressant, c'est que même si c'est des choses... Alors, c'est quelqu'un qui est né dans les années 60, en Birmanie, qui a déménagé, donc qui a déménagé en Inde. Donc il y avait la notion donc des pays colonisés de l'Empire britannique avec l'anglais. Donc il parle avec un certain accent évidemment. Donc faut pas s'arrêter à la barrière de la langue, puisqu'il y a je vous ai dit, il y a des cours partout dans le monde. Moi je suis allé prendre les informations. Il se trouve que c'était dans un environnement anglophone. Donc il parle avec un accent indien et lui-même il a une vie qui a évolué entre la Birmanie et l'Inde. Et du coup, vous avez en fait déjà deux cultures qui sont en train de se mélanger. Et il vous raconte les choses en anglais parce qu'il parle à un public qui est anglophone. Donc pour moi, qui suis français, donc j'ai un triple volet de traduction à faire pour l'environnement culturel. Mais bon, bref, ça c'est entre parenthèses. Mais c'est assez drôle parce qu'effectivement, il va vous raconter des choses qui paraissent carrément plausibles sur votre quotidien de 30 ans après les faits, quoi. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, c'est qu'il est capable en fait de... à certains moments, j'ai même eu l'impression qu'il était en train de faire un one-man show. C'est vraiment du stand-up, de la comédie. Parce qu'il balançait des blagues et on rit à proprement parler, alors qu'on est en train d'observer le noble silence avec d'autres personnes qu'on sait présentes, qui sont en train de vivre une expérience très personnelle, mais dans ces moments-là, effectivement, on est en groupe en train de rigoler autour de choses qui sont racontées en vidéo 20 ans ou 30 ans auparavant. Donc ça, c'est assez particulier. Après ça, à 20h15, on vous demande du coup de rester pour méditer. À 21h, il reste la possibilité de poser des questions aux enseignants. Et à 21h30, on vous demande du coup d'aller rejoindre votre tente et de dormir. Bon, alors évidemment, comme le lendemain, on vous réveille au gong à 4h du mat, je peux vous dire que de toute façon, à 9h30, à partir du 3e jour, vous êtes crevé. Sur le papier, ça a l'air de tout repos, parce que quand je vous lise les trucs, je vous donne les explications, mais quand vous regardez proprement parler, ligne par ligne, méditation, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. En fait, non. Clairement non. Les journées, elles sont longues, pour plusieurs raisons, notamment compte tenu de la brutalité du changement de mode de vie. On est isolé du reste du monde. Et il y a une rupture nette de la communication avec autrui, en dehors des enseignants, aux heures qui sont dédiées. Mais je pense aussi aux positions à tenir pour méditer qui sont physiquement douloureuses.
Alors, vous pouvez amener votre matos si vous êtes, je sais pas, vous avez bon, peut-être un handicap, mais même juste une gêne ou, je sais pas, vous avez le dos coincé, vous avez mal à la jambe ou je sais pas quoi, vous pouvez demander une chaise par exemple. Mais même dans ces cas-là, vous n'êtes pas censé bouger plus que ça, parce que c'est de la méditation à proprement parler. Et vous pouvez amener vos coussins, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, oui, le corps va vous dire que c'est pas une position normale. On n'est pas censé être, comment dire, sédentaire. Enfin, de toute façon, vous devez certainement vous doutez que si on parle de troubles musculo-squelettiques, quand on est assis à un bureau devant un ordinateur, quand on est dans le tertiaire, voilà, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Là, vous êtes assis à même le sol, même si c'est avec un petit coussin ou quoi que ce soit et que vous bougez pas, en fait, ça devient douloureux, quoi. Et spécifiquement, ça devient douloureux parce qu'à partir du 4e jour, donc il y a un aspect, comme c'est progressif dans ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de tenir une même position pendant 1 heure 3 fois par jour, de mémoire. Ça devient compliqué le 4e jour, à proprement parler. Et il y a autre chose, c'est que le silence ambiant, il devient très perturbant et même bruyant dans l'absolu. C'est-à-dire que on est tellement du coup plus habitué à entendre du bruit que c'est limite si on n'en vient pas à écouter son cœur qui bat, à observer ses veines qui bougent, c'en est à ce point-là. Mais ça peut faire perdre pied. Il faut effectivement vite se recentrer, s'auto-collecter, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vraiment voilà, il faut avoir la force de conviction de se dire il faut que je me ressente sur ma méditation et pas de se perdre là-dedans. Donc c'est dur dans l'absolu. Mais la méthode elle-même et la répétition de cette méthode, ils rendent progressivement l'accès à la concentration plus facile. Mais c'est au fur et à mesure des jours qu'on s'en rend compte. Donc pour ma part, j'ai adapté mon quotidien à un rythme qui me semblait plus agréable en sautant le déjeuner ou le petit-déj, parce que j'ai remarqué que la digestion pouvait à un moment donné perturber la méditation à proprement parler. Donc suivant les jours, c'était selon que je ressente le besoin. J'ai sauté et franchement j'ai regretté à un moment donné parce que franchement qu'est-ce que c'était bon. Oh là là, c'était vraiment des délices. Les déjeuners pour avoir des espacements. Ça ressemblait plus ou moins à du jeûne intermittent quelque part pour ceux qui connaissent ou ceux qui s'y intéressent, ils doivent savoir à peu près de quoi il s'agit. Voilà, on réduit les fenêtres de tir pour que la digestion soit assez calme et voilà, de pas trop solliciter son corps, surtout dans la mesure où on bouge pas énormément. Autre chose, le 11e jour, donc là ça dure tout ça 10 jours, le 11e jour, le noble silence est rompu et on s'adapte au retour à la vie normale en reprenant l'interaction avec les gens. Mais bien sûr, c'est encore un jour où on médite et on part en fin de journée. Combien ça coûte ? Alors, l'aspect du coût, au-delà du transport, donc la logistique pour y aller et repartir, c'est entièrement gratuit. Alors si, sans déconner, vous avez bien entendu, sans blague, 0 euros, dollars, ce que vous voulez, on ne vous demande aucun paiement. Et exigez de vous aucun paiement, même pas en nature, ni avant, ni pendant, ni après la retraite, pour suivre ce cours de 10 jours. Vous êtes pris en charge à entrée jusqu'à la sortie vis-à-vis de l'hébergement, de la nourriture,
l'eau pour la douche et les toilettes, et ce que vous faites comme lessive, ce que vous faites la lessive à la main de vos vêtements. Vous amenez un sac de couchage. On vous suggère, si vous considérez que l'enseignement vous a été utile et bénéfique, de faire un don du montant que vous pouvez et estimez vous-même. Donc, bon, pour ainsi dire, moi j'ai personnellement fait un don du montant que j'estimais moi-même 1 an après les faits. Personne n'est venu me parler de il faut le faire, enfin personne n'a réclamé quoi que ce soit. En revanche, je considère qu'au-delà du don à proprement parler monétaire ou d'une aide financière quelconque, suivant vos moyens, je sais pas, peut-être que vous êtes milliardaire et que vous pouvez lâcher un chèque de 100 000 euros, quelque part, de toutes les façons, c'est probablement comme ça que ça tourne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des revenus dans tous les spectres qu'on peut imaginer et qui sont capables de faire un don sur PayPal de X centaines de milliers d'euros, et c'est comme ça en fait que ça permet de financièrement tenir le coup, parce que ça a des c'est un principe qui a plusieurs millénaires. Et il vous demande en fait, au-delà de l'aspect financier, de parler de la technique autour de vous, et donc de propager en fait tout simplement cet enseignement, et de revenir à un autre moment pour faire le service pour d'autres étudiants. Mais tout ce que je viens de dire là, il n'y a personne qui vient vous obliger de le faire. Il n'y a personne qui vous met la pression, il n'y a personne qui sort un couteau et qui vous le met à la gorge, c'est pas l'esprit du tout. Voilà, c'est zéro. Donc, voilà, après, ça reste une technique, il faut être assidu, il faut avoir envie de le faire, il faut connaître de quoi il s'agit. Mais en fait, ça vous engage financièrement à rien du tout. On en vient à mon vécu. Alors, du point de vue de mon vécu, première question qui me vient à l'esprit pour le sujet abordé sur le lieu, c'était que c'était à Hawaï. Sur l'île d'Oahu, vous avez la capitale Honolulu. Par rapport à la France, c'est à l'autre bout du monde, littéralement. Effectivement, vous prenez une sphère, la planète, c'est pile de l'autre côté. Il n'y avait pas d'obligation à aller aussi loin, puisqu'il y a des centres partout, même en France. Mais comme j'avais visité l'archipel d'Hawaï 6 mois auparavant, une première fois, je suis tombé amoureux du lieu, de l'esprit général, de l'état d'esprit des gens, du respect de la nature, de ce côté un petit peu spirituel, même si moi-même je suis plutôt, on va dire, pas athée, mais je crois que le terme approprié c'est agnostique, c'est-à-dire j'ai pas de croyance à proprement parler, même une croyance de l'absence de ce qui existe, au contraire, je suis plutôt ouvert. Après, je vais pas désigner qui était le saint patron qui me parlait, mais voilà, c'est un lieu qui est assez spécial, et du coup, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un centre là-bas et qu'il faisait un séjour de retraite dans les semaines qui venaient, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, mais c'était une excuse, j'avais pas d'obligation à aller là-bas. Il y a le deuxième aspect, donc j'ai abordé légèrement la question tout à l'heure, c'est l'aspect de traduction en termes de langue et de culture. Ça m'a permis aussi d'avoir l'enseignement en anglais de la bouche même de l'enseignant, ce qui peut éventuellement nécessiter une barrière complémentaire de traduction dans sa propre langue. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'enseignement est mauvais, mais j'ai l'impression aussi d'aller directement à la source, en allant directement chercher l'information en anglais. Bon, mais ça c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. Je pense pas qu'il y avait à proprement parler une déperdition énorme dans le discours si c'est fait en français. J'en ai pas du tout la certitude. J'avais croisé d'ailleurs donc un ancien étudiant à la fin du séjour
un ancien étudiant qui a fait le service pour mon séjour et qui me disait qu'il avait été plusieurs fois et qu'il avait fait notamment un séjour au Québec, donc, et puis l'enseignement était délivré en français. Il n'avait pas trouvé qu'il y avait de grandes différences entre les... Voilà, il n'y avait pas une grande déperdition d'informations, donc voilà, moi, c'était quelque chose que je voulais faire, c'était mon choix. Après, vous le faites en français, et je pense qu'il n'y a aucun souci, parce que les gens qui font les traductions, bon, ça fait des dizaines d'années, de toutes les façons que c'est fait. Voilà, il n'y a pas de... Je pense que tout le monde comprend bien ce qui se passe et ce qui est enseigné en termes de technique. Pourquoi et comment j'en suis arrivé là? Alors, là où les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé là, c'est que j'ai eu différentes réflexions qui sont arrivées jusqu'à moi, qui gravitaient autour du développement personnel. La volonté de savoir comment découvrir sa propre identité, comment aborder l'amélioration et la transformation de soi, la recherche du bonheur, etc. etc. Donc c'est des questions multiples qui sont posées dans le cadre d'évolution au cours de ma vie dans les 5 années qui sont déroulées auparavant. Et pour l'anecdote, je suivais le compte d'un auteur et orateur sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram précisément, qui s'appelle Yung Pueblo, qui publiait en fait quotidiennement dans ses stories des citations du bouquin qu'il avait publié et qui expliquait les mécanismes de pensée amenant à chaque citation qu'il publiait. Donc moi je trouvais ça très intéressant. Donc c'est pour ça que je le suivais. C'était pas seulement, vous savez, les fameuses citations, il y a une phrase ou deux, et puis on sait pas qui est l'auteur, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais ça sonne bien. Donc là, lui, il allait un petit peu plus dans le détail, et bon, voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. Et donc le déclic, il est arrivé un jour où il a dit, bon ben, pas de publication à partir de tel jour, je reviendrai dans un mois. Là, la mâchoire s'est décrochée, je dis what, qu'est-ce qui se passe, comment ça, quoi? Parce que j'étais un petit peu en appétit pour avoir ces citations-là, ça m'intéressait beaucoup, donc à me dire qu'il faisait une pause pendant 30 jours, je comprenais pas trop. Donc j'ai creusé un petit peu, j'ai voulu savoir pourquoi, et j'en suis arrivé du coup à Vipassana. Donc j'allais sur le site, et donc c'était écrit noir sur blanc, il y avait des vidéos, vous trouvez des vidéos sur YouTube, de comment ça se passe à proprement parler, enfin il y a énormément de détails, il y a beaucoup de documentation, d'écrits là-dessus, d'écrits, de vidéos, de conférences, vous trouvez des podcasts, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant, et puis évidemment j'ai vu que c'était gratuit. Voilà. Tu étais à la recherche de quel objectif? Donc, mon objectif c'était d'apprendre une technique de méditation parce que j'y connaissais rien. Je voulais savoir de quoi on parle. Et donc j'en savais rien dans le sens où j'avais pas idée de ce qui différenciait la méditation d'une sieste à moitié endormie. À regarder le plafond, c'était peut-être ça la méditation. J'avais entendu, voilà, même dans le dictionnaire tu lis méditation, ça t'amène pas vraiment au cheminement de pensée, ce que ça peut être à proprement parler. Et ouais, non, ça n'a rien à voir. Donc là, je voulais effectivement apprendre une technique. Là, j'y suis allé et je me suis vraiment plongé dedans. Et ils vous disent effectivement qu'ils considèrent que 10 jours, c'est le minimum pour pouvoir être initié en fait à la technique. Et maximum aussi, parce que sinon, au bout d'un moment, on perd pied, je pense. Comment j'ai fait pour arrêter de parler? Donc, ouais, au 3e jour, je commençais à me décourager et me dire que j'étais chez les malades. Et j'ai vu peut-être 4 personnes renoncer et repartir. Mais sachant qu'on était 100, donc 50 femmes, 50 hommes, donc je parlais de ségrégation tout à l'heure, donc c'est des camps qui sont séparés.
il n'y a pas de mélange. Bon, c'était pas un taux, on va dire, de départ extrêmement important. Donc je me suis dit, si les autres ils y arrivent, pourquoi pas moi? Donc j'ai tenu le coup et je me suis dit que je pouvais aller au bout. D'autant que l'apprentissage est progressif et en l'occurrence le 4e jour, on vous annonçait qu'on vous apprenait un autre truc. Passer à l'étape d'après. Donc pour synthétiser brièvement la technique de base, on observe sa propre respiration. Et je précise là que c'est pas une technique de respiration. C'est vraiment l'observation de la respiration telle qu'elle est. D'où Vipassana, observer les choses telles qu'elles sont. Et de là découle en fait tout le reste de la technique, qui consiste à témoigner de ce qui se passe dans le corps et l'esprit. Et à partir de là, après c'est une facilité enfantine, hein, faut rester par contre concentré, mais concentré comme un chirurgien en pleine intervention, parce que le but c'est d'être conscient de ce qui se passe en soi, et du coup d'exclure tout type de perturbation et de ramener son esprit qui vagabonde assez rapidement dans ce type de circonstances et de le ramener à la technique à proprement parler. Alors vous allez rigoler, mais bizarrement la fameuse expression être aware que Jean-Claude Van Damme a popularisé il y a 20 ans sur le plateau d'un certain présentateur, en fait c'est exactement ça, c'est être aware, c'est être conscient de ce qui se passe autour de soi. Bref, je ferme la parenthèse de l'anecdote parce que c'était pas un podcast arts martiaux du tout. Tu en ressors avec quoi? Alors, une expérience comme celle-là, elle reste gravée à vie dans ma façon d'aborder les agitations de la vie. Pour savoir s'observer soi-même et ses sensations, et pour savoir comment équilibrer son esprit pour pas perdre pied au quotidien, pour maîtriser ses réactions. C'est un travail qui continue. Et à mon avis, c'est probablement l'une, si c'est pas la meilleure façon d'avoir une ouverture d'esprit optimale et de se montrer présent et sensible pour les autres. C'est-à-dire, ce travail sur soi, il est à mon avis tellement bénéfique, c'est probablement la meilleure façon d'aborder l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et ça permet d'approcher par un autre angle que je trouve complémentaire la notion de responsabilité individuelle et personnelle, puisqu'on peut avoir la possibilité, vous faites des recherches sur des sujets, vous allez lire pas mal de choses, vous allez assister à des conférences, vous allez regarder des vidéos, ou écouter des podcasts, ou vous rendre à des conférences, pour en parler sur le sujet. Mais ouais, la responsabilité individuelle, la responsabilité personnelle, et c'est, j'entends par là, la possibilité pour chacun d'évacuer de sa vie le concept confortable de l'immobilisme et de victimisation. J'entends par là la notion de trouver des prétextes et des excuses pour ne pas agir, pas de faire, de pas se jeter dans après ça peut être dans l'inconnu, hein, mais d'aller faire l'effort et pour moi c'est une façon d'aborder ça, et au contraire justement au-delà de trouver des prétextes, justement de prouver, pas de prouver, mais de prendre le pouvoir sur sa vie. Ce qui à la base est pour moi essentiel pour aborder la notion de liberté individuelle, de stratégie pour trouver son but et son utilité dans le monde. Et c'est corrélé, alors d'un point de vue strictement scientifique, d'avoir un but dans la vie, c'est corrélé à la longévité. Si vous faites le parallèle, alors c'est très anecdotique ce que je dis, mais si vous faites le parallèle entre l'espérance de vie et le passage de l'âge à la retraite, vous verrez que plus le passage à la retraite est tard dans la vie, plus la mortalité recule en fait. L'espérance de vie augmente.
Et c'est là que vous allez voir des gens qui sont plus ou moins passionnés parce qu'ils sont occupés en fait à partir d'un certain âge. En fait, le risque de mortalité, il baisse. Plus ils sont occupés, plus ils ont tendance à avoir une longévité. Bon, bref, ça c'est autre chose, mais pour moi c'est aussi la notion de bonheur, c'est-à-dire dès lors qu'on se lève le matin et qu'on sait plus ou moins pourquoi on s'est levé ce matin, quelque part c'est qu'on va vers le bonheur. Est-ce que je recommanderais ? Sans hésitation, ni retenue, c'est pour tout le monde. C'est comment on fait pour apporter de l'harmonie et de la sagesse à sa vie, foncez. Clairement, il faut y aller. Une dernière chose à ajouter. Ça a dos. Enfin, c'est plus chanté, hein, c'est dit plus long. Ça a dos. Donc c'est ce qui est prononcé en chœur par les étudiants à la fin des cours et des chants. Le sens de l'expression est assez profond, puisqu'on parle de la vertu consistant à entretenir une discipline physique dans ses actions corporelles, une discipline verbale, donc ne pas mentir, dire du mal, etc. Et une discipline mentale, donc savoir maîtriser ses désirs, maîtriser la haine, maîtriser le fait de rester dans l'ignorance, plutôt se tourner vers l'emmagasinement de connaissances. C'est une expression qu'on dit assez régulièrement et qui quelque part c'est une espèce de partage de sagesse entre les gens. J'ai terminé là et je vais vous laisser, donc mettez un pouce bleu, un like, vous commentez, vous abonnez, vous partagez et je vous dis à la prochaine.